Bonjour et bienvenue dans Voix de soignant by Fed Medical. Dans ce podcast, nous recevons des professionnels de la santé. Immergez-vous dans leur quotidien de passion et de vocation en écoutant leurs témoignages inspirants. Bonne écoute! Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Voix de soignant. Ce podcast s'adresse à tous les actuels et futurs professionnels de la santé, mais aussi à tous ceux qui souhaitent bénéficier d'informations sur ce secteur et l'ensemble de ses métiers. Je suis Maïva Ramsaï, chargée des contenus marketing chez Fed Group, et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Justine Afonso, psychomotricienne, qui nous parlera de son métier et de son quotidien. Bonjour Justine. Bonjour Maëva. Alors, avant de parler de votre quotidien de psychomotricienne, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la psychomotricité ? Oui, alors c'est pas facile à expliquer, mais je vais essayer de faire quelque chose d'assez simple. En gros, la psychomotricité, c'est une science humaine qui est spécialisée dans l'étude du lien entre différents champs. Le champ moteur, donc vraiment sur la question du corps, le champ sensoriel, le champ cognitif et psychique. Et tout ça, du coup, pris dans un contexte de relation et émotionnel. En gros, c'est un peu difficile à comprendre. Oui, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus théorique pour le moment. On va rentrer dans le vif du sujet plus tard. C'est ça. En expliquant un peu plus, je pense qu'on pourra plus se représenter. Et ça nous fait une petite transition quand même. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un psychomotricien ? Oui. Alors, un psychomotricien, c'est donc déjà une profession paramédicale. Mm-hmm. Il va être aussi considéré comme un thérapeute avec vraiment une approche globale basée sur le corps. On part du principe qu'en fait, le corps est le support du développement. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment que le psychomotricien va aider le patient à retrouver une relation harmonieuse entre son corps et sa psyché. D'accord. Et à qui s'adresse cette profession ? Donc, ça s'adresse à tous les âges de la vie, vraiment du bébé jusqu'à la personne âgée, avec des troubles très différents. C'est une clinique très diversifiée. Très bien. Il y a plusieurs troubles qu'on peut résoudre via la psychomotricité ? Oui, il y a plusieurs troubles. Bon, c'est une liste pas exhaustive, mais on agit plus quand même sur les troubles du développement, aussi sur les troubles des apprentissages. On a beaucoup d'indications aussi du milieu scolaire. Pour les troubles psychiatriques aussi, parce que même si c'est des pathologies plus psychiques, il y a des impacts en fait au niveau corporel et vice versa, vu qu'en fait on travaille vraiment sur ce lien intime entre le corps et la psyché. On intervient aussi sur les troubles neurologiques, troubles génétiques, aussi beaucoup sur les troubles neurodéveloppementaux. C'est ce qui regroupe tout ce qui est troubles déficit attentionnel avec hyperactivité, dans l'autisme aussi, tout ce qui est aussi tous les dyspraxie, dysorthographie, voilà, c'est un peu vaste. Les nouvelles classifications, mais oui, c'est assez vaste. Tout ce qui est troubles sensoriels aussi, dans les cécités, etc. Et dans les troubles aussi neurodégénératifs chez la personne âgée, par exemple. Ok. Bon, merci pour cette explication claire de la psychomotricité. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur votre parcours ? Oui. Alors, en fait, à la base, je voulais faire kiné. D'accord. Donc, j'ai fait 2 ans de première année de médecine qui se sont pas très bien passés pour moi. Mais c'était plutôt un mal pour un bien parce que ça m'a permis de voir, en fait, me réorienter et de découvrir des métiers que je connaissais pas du tout. Dans les métiers paramédicaux, et en fait je suis allée voir un peu des professionnels. J'avais fait un stage avec un orthoptiste, avec une ergothérapeute et avec des psychomotes. Et c'était ça qui m'avait le plus plu en fait, et je connaissais pas du tout ce métier, et ça a rassemblé plein de choses en tout cas qui m'attiraient. Il y avait le côté un peu corporel que je retrouvais en fait avec ma volonté de faire kiné. Et il y avait une approche aussi plus dans le jeu avec les enfants qui me plaisait bien. Et donc, j'ai fait une année de prépa, parce que l'entrée à l'école était sur concours à l'époque. Et donc, j'ai été prise dans une école. Et après, c'était 3 ans pour avoir le diplôme, du coup, qui est un diplôme d'état de psychomote. Ok. Donc, une fois votre diplôme en poche, vous avez tout de suite exercé ou Oui, j'ai tout de suite bossé. En fait, pendant mes études, j'ai eu une découverte pour la psychologie. D'accord. Pour toutes les matières psycho, c'était vraiment ce que je préférais. Donc, je m'étais dit que je voulais bosser en psychiatrie, que ce soit avec les enfants, les adultes, peu importe. D'accord. Donc, j'ai commencé. En fait, mon gros
mon gros poste, je l'ai commencé en psychiatrie adulte, en service d'hospitalisation et en service aussi ambulatoire sur la ville, voilà, avec en fait le CMP, le centre de consultation. Voilà, j'ai fait 6 ans là-bas dans un super service très 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 humain, mais qui s'est malgré tout le travail qu'on faisait, s'est dégradé un peu vis-à-vis de la politique en fait de soins qui a été mise en place après. Donc voilà, j'ai bossé tout de suite, oui. Donc Okay. c'était ça la question de base. Très bien, c'est très clair. Donc maintenant, vous êtes psychomotricienne auprès d'enfants autistes. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier, quelles sont vos missions au quotidien ? Oui. Donc en fait notre emploi du temps, il est fixe. On a les projets des enfants, on crée des projets, des emplois du temps hyper ajustés en fonction de leurs besoins. Donc mon emploi du temps est fixe, c'est-à-dire que d'une semaine à l'autre, je revois les mêmes enfants aux mêmes horaires avec les mêmes façons de travailler. Et en gros, je propose à la fois des séances individuelles, à la fois des séances de groupe, avec des médiations hyper différentes, qui est toujours basée sur le corps. Mais je travaille beaucoup avec l'eau en balnéothérapie. On a la chance d'avoir un bassin de balnéothérapie dans l'hôpital. Okay. Aussi en pataugeoire, c'est comme un petit espace en fait de jeu d'eau. Okay. Je travaille aussi beaucoup avec des enveloppements. C'est des emmaillotements en fait. Ah oui. On emmaillote les patients un peu comme des bébés, pour qu'ils se sentent bien contenus, bien enveloppés. Donc voilà, ça c'est la majeure partie de mon temps. Sinon, j'ai des temps aussi un peu plus moteurs avec tour du judo, tour de la gym. Moi, je fais pas, mais il y a aussi de la piscine, de l'équithérapie. Voilà, on a plein d'ateliers en fait avec plein de médiations différentes. Ok. Donc ça, c'est plutôt mon quotidien avec les enfants. En gros. Très bien. Donc il y a une partie un peu plus douce, si on peut dire ça, avec les ateliers dans l'eau, l'emmaillotement. Oui. Et un peu plus sportif, avec des gros guillemets, je pense, quand vous faites des ateliers avec eux, comme le judo ou... Oui, plus moteur. En fait, ça vient vraiment... on vient travailler des choses assez différentes. Les temps dans l'eau et les temps d'enveloppement, c'est plus des temps individuels où en fait on travaille beaucoup les angoisses, parce que c'est des enfants très angoissés. Donc en fait l'idée c'est vraiment de rassembler le corps pour aussi rassembler la tête et rassembler toutes les émotions aussi qui peuvent passer par la tête des enfants. Donc du coup souvent c'est des soins où on est plusieurs pros avec l'enfant et on travaille vraiment la contenance, l'apaisement, quelque chose de très calme, et on essaye aussi de travailler un peu l'élaboration de ce qu'il vit. Donc c'est ce qu'on appelle des thérapies psychocorporelles en gros, ou corporelles psychiques. Enfin c'est vraiment, on y met le lien quoi. Oui, parce que du coup, c'est des enfants qu'on peut pas asseoir sur une chaise et parler pour dire bon bah alors qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que y a telle émotion qui te traverse. Donc en fait, on est obligé d'utiliser le corps notamment et d'utiliser des installations bien spécifiques à leurs besoins. Et après, en effet, il y a des temps plus moteurs où là, on va travailler le développement moteur pour éviter les retards. Du fait de leur autisme, travailler aussi la relation à l'autre, le jeu, le plaisir de bouger. Là, on va plus utiliser le corps pour rentrer en relation. Sachant que dans l'autisme, c'est assez compliqué la relation. Donc du coup, ça va être un biais en fait, ça va être un moyen vraiment pour eux de rentrer en relation, de s'amuser, etc. Très bien. Et c'est jusqu'à quel âge que vous allez pour les enfants ? Alors là, on les reçoit de 3 à 12 ans. D'accord. Donc en fait, on est implanté dans un hôpital avec un gros service de pédopsychiatrie. Okay. Donc on travaille en lien aussi avec une unité précoce qui est elle-même en lien avec la maternité, avec la néonatologie. Et en gros, on se transmet en fait les patients comme ça un peu. On a différentes structures qui ciblent différents soucis, différentes pathologies. Et donc, en fait, même les CMP aussi, qui sont du coup les centres médico-psychologiques, ont une grosse liste de patients. Et en fait, comme ça, on nous adresse en fait des patients. Souvent, c'est des patients qui ont des autistes très sévères,
précaires, donc c'est des enfants sans langage, avec en plus des environnements sociaux hyper précaires. Donc en fait, avec pas non plus aussi les moyens pour les familles d'emmener leur enfant chez la psychomote en cabinet, voir l'orthophoniste, etc. Enfin, c'est des enfants qui ont besoin vraiment de soins très soutenus. Donc en fait, ils arrivent à l'hôpital pour passer la journée, souvent, et ils dorment chez eux quand même, mais c'est la majorité de leur temps. Okay. Et donc en fait, ils ont dans l'hôpital, ils ont par exemple de la classe avec l'enseignante spécialisée, mais ils ont tous les soins. Après, je pourrais dire un peu tous les professionnels avec qui je travaille, mais du coup, ils arrivent, ils ont tous leurs soins comme ça toute la journée. Ils ont même des repas thérapeutiques. Enfin voilà, ils ont vraiment, c'est très très spécialisé pour eux. Et on a vraiment une offre de soins qui est hyper riche pour ces enfants qui sont en grande difficulté et qui sont, entre guillemets, acceptés nulle part, quoi, du fait de leurs troubles. Ok. Bon, heureusement qu'il existe des établissements comme ça qui permettent de les accueillir et de les soigner. Donc là, je vois qu'il y a une panoplie de professionnels avec lesquels vous travaillez. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres avec qui vous interagissez au quotidien? Dans mon équipe, vous voulez dire? Oui, ou dans votre équipe, ou également dans les partenaires. Oui. Alors, on a une équipe hyper fournie. On est à peu près, je pense qu'on est plus d'une trentaine de soignants pour à peu près une trentaine d'enfants. Comme je disais, c'est des enfants qui sont en grande difficulté, donc on est presque sur du 1 pour 1 dans le taux d'encadrement. Et ensuite, dans les professionnels avec qui j'ai la chance de travailler, il y a des pédopsychiatres, il y a des psychologues, il y a une orthophoniste, ce qui est hyper rare, on a beaucoup de chance de l'avoir, une enseignante spécialisée, on travaille aussi avec des éducatrices, les infirmières, des auxiliaires de puériculture, des arts thérapeutes aussi, spécialisés dans les arts plastiques, dans la danse, des psychomotes, parce que je suis pas la seule, et une cadre de santé, une secrétaire aussi. Donc voilà, on est une grosse équipe que de femmes. Girl power, c'est bien. Ok. Et donc, vous devez travailler, pas main dans la main, mais en tout cas, conjointement avec tous ces membres de l'équipe? Oui, tout à fait. Je travaille presque jamais seule. D'accord. On est toujours en cothérapie. Donc, soit avec une autre collègue, soit avec même plusieurs autres collègues. Donc, c'est un gros travail d'équipe. On a énormément de temps de réunion pour pouvoir s'ajuster, pour pouvoir s'accorder. En fait, c'est notre but aussi pour ces enfants. Ça va être vraiment de comprendre ce qu'ils vivent. Et pour ça, on a énormément de temps de discussion, énormément de temps d'échange, énormément de temps de réunion. Donc en fait, il y a un gros travail d'équipe. C'est vraiment c'est un des axes premiers de mon travail, de bosser avec mes collègues et d'essayer, de s'accorder. En fait, il y a un gros travail aussi institutionnel, de penser notre institution, de faire en sorte justement que ça se passe bien et qu'on les accueille au mieux. Donc effectivement, un travail d'équipe et de communication avec les professionnels et également avec les parents. Je pense que ça, c'est un gros travail chez vous. Comment vous définiriez-vous la relation que vous avez avec les parents? Quel est votre rapport avec eux? Eh bien, on a, en effet, on se dit que pour aider les enfants qu'on reçoit, ça peut pas s'arrêter à l'hôpital de jour. C'est-à-dire que si à l'hôpital de jour, on fait un certain travail avec les enfants, mais qu'on n'a pas du tout de communication avec les familles, ça se perd en fait à la maison et donc du coup, ça ne s'inscrit pas pour eux. Et c'est des enfants pour qui justement l'inscription des choses est très longue et donc ils ont besoin qu'on ait la même manière un petit peu de les accompagner un peu partout où ils sont, donc un peu dans tous les espaces et donc notamment à la maison auprès des familles. Comme je disais, en plus, c'est des familles qui sont souvent dans une grande précarité sociale. Souvent des familles qui n'ont pas de papier, qui peuvent vivre dans des hôtels sociaux, qui ont souvent aussi des grosses fratries avec des parcours migratoires hyper traumatiques. Okay. Donc, on a une grosse partie de notre travail qui va être de les accompagner. Par exemple, en fait, chaque enfant a des référents. Par exemple, je vais être référente de 2 enfants avec aussi une collègue pédopsychiatre. Et en fait, notre rôle, c'est d'accompagner l'enfant dans vraiment toute sa vie.
et notamment accompagner aussi les parents, la famille. Donc du coup, on a des rendez-vous une fois par mois pour faire un point sur comment ça se passe à la maison, pour donner des conseils, pour aussi entendre leurs difficultés ou entendre leurs inquiétudes, pour les accompagner aussi au niveau social. On a malheureusement plus d'assistante sociale. Avant, on avait une assistante sociale, mais l'idée aussi, c'est de les accompagner. En fait, ils sont tellement pris par des préoccupations sociales, en fait, de juste même savoir s'ils vont pouvoir rester sur le territoire français, ou juste savoir aussi, juste même pour manger, d'avoir suffisamment d'argent. Enfin, c'est vraiment des questions qui sont centrales pour eux. Donc, en fait, on peut pas se dire que on les accompagne juste au niveau de leur enfant. En fait, on est obligé de les accompagner vraiment de manière globale si on veut vraiment les aider sur tous les points, quoi. Donc, on a des rendez-vous, voilà, une fois par mois. On a aussi la chance de pouvoir faire des visites à domicile. Ah, ok. Voilà, à peu près une fois par mois aussi. On va chez eux. Pour voir comment ça se passe. Pour voir, ouais. Ok. Pour aménager l'espace, pour leur donner des conseils au niveau du sommeil, au niveau des repas, ce que aussi on peut qu'est-ce qu'on peut proposer aussi à ces enfants pour rentrer en relation, quel jeu on peut faire avec eux, voilà. L'idée, c'est vraiment de s'adapter aussi à leur environnement, en fait, à leur appartement. Souvent, c'est des petits espaces avec pas beaucoup de moyens, mais on essaye de trouver des petits outils, en tout cas, pour leur transmettre. On a ça, on a la chance aussi d'avoir des séjours avec les parents, où on part en fait quelques jours avec les parents et les enfants, pouvoir aussi sortir un peu de leur environnement, pour pouvoir aussi être un peu H24 avec eux, parce que du coup l'accompagnement des enfants autistes, mais des enfants qui ont des difficultés, ça va être vraiment tout le temps en fait. Oui, ça s'arrête pas une journée à l'hôpital comme vous disiez. Exactement. Et après c'est fini. Ouais, il y a aussi le sommeil, il y a l'alimentation, il y a aussi même la douche. Il y a des enfants pour qui la douche, en fait, nous ça nous semble être des choses hyper faciles, hyper fluides, mais c'est des enfants pour qui tout est une question. En fait, tout est une question et tout est une angoisse. Aller aux toilettes, c'est une angoisse. Prendre une douche, c'est une angoisse. Manger, c'en est une aussi très forte pour eux. Donc, c'est des enfants aussi qui s'alimentent pas très bien. Le sommeil, voilà, c'est des enfants qui ont parfois besoin de traitement pour dormir. Donc, vraiment, tout est une question. Tout est, besoin d'être accompagné, en tout cas. Ok. Comme vous disiez, pour accompagner les parents, c'est un peu un travail de formation. Parce que eux, ils ont peut-être pas toutes les billes pour accompagner leurs enfants. Oui, je sais pas si c'est un travail de formation, parce que on apprend aussi beaucoup d'eux. C'est eux qui sont parents, donc c'est eux qui connaissent au mieux leur enfant, surtout au début, quand on les reçoit. On reçoit des petits enfants qui ont 3-4 ans et qui n'ont jamais été dans une institution. Donc, on a tout un moment aussi pour s'appréhender avec les enfants. Et donc, du coup, là, on a beaucoup besoin des parents, de savoir quelles sont leurs habitudes, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas. Après, ce qui est très dur dans l'autisme, c'est que c'est pas du tout valorisant dans la relation. Et donc, pour les parents, c'est difficile de se sentir bons parents avec leur enfant autiste. Donc, en fait, l'idée, c'est de leur transmettre, nous, notre regard professionnel, de pouvoir dire, bah voilà, en fait, un enfant autiste, il peut pas regarder dans les yeux parce que c'est trop d'informations à traiter pour lui et ça le sature. Mais par contre, il vous regarde de côté. Vous avez pas l'impression qu'il vous regarde, mais il vous regarde quand même. Et donc, en fait, on a l'impression parfois que ce sont des enfants qui nous écoutent pas, qui nous regardent pas. C'est juste qu'ils le font à leur manière. Parce que c'est des enfants qui n'arrivent pas à traiter toutes les informations sensorielles en même temps. C'est trop pour eux. Donc, du coup, ils ont besoin de prendre un peu de distance et ils les traitent, mais à leur manière. Ils ont en tout cas un cerveau qui est un peu différent, par exemple, d'une autre. Mais c'est pas pour ça qu'ils ne comprennent rien ou qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne traitent pas les informations. Ils le font juste à leur manière et à leur rythme. Et donc, du coup, quand on apprend un peu aux parents juste à redécouvrir leur enfant et leur manière de fonctionner et juste essayer de donner des petites clés pour qu'ils se comprennent, en fait, et qu'il y ait une relation qui puisse se créer et surtout que les parents puissent être valorisés parce que, comme je disais, c'est des enfants qui parlent pas. Donc, c'est des parents qui aimeraient que leur enfant leur dise « je t'aime » ou « papa » ou « maman ».
ou des beaux regards, enfin voilà. Et du coup, tout ça, parfois, ça amène beaucoup de souffrance aussi au niveau de l'accompagnement parental. Donc nous, on essaye juste de faciliter. Ouais, cette relation, et puis de les rassurer et de leur dire que c'est ok de vivre ça, et que la relation peut être plus douce via vos conseils. Oui, on essaye vraiment de fluidifier un peu et de les faire se rencontrer, en tout cas à leur manière aussi. Très bien. En tout cas, dans votre discours, je sens que vous êtes passionné par ce que vous faites, et notamment auprès des enfants. Oui. Donc ma question est simple, pourquoi avez-vous choisi de travailler auprès d'enfants et notamment atteints d'autisme? Alors, c'est un peu un concours de circonstances que je sois arrivée dans ce poste-là. Comme je disais, j'ai bossé longtemps en psychiatrie adulte. Après, je pouvais plus travailler comme je le souhaitais parce que la politique de soins, elle était devenue vraiment à l'inverse, en fait, du métier de psychomote. Donc, du coup, j'ai dû partir avec avec le cœur très chargé, quoi. Et je suis tombée sur ce poste. À la base, j'avais cette passion pour les troubles psychiques, ça voilà, peu importe finalement l'âge. Je trouve aussi que quand on accompagne un humain, il y a pas tellement, je trouve qu'après la pathologie ou l'âge importe peu. Je trouve que c'est une question un peu de rencontre. Oui. Et même si à la base, je m'étais pas imaginé travailler avec les enfants autistes, ça a été vraiment une rencontre, ce poste-là. Déjà une rencontre avec un fonctionnement qui était pour moi idéal, avec plein de moyens humains, avec un travail d'équipe vraiment incroyable, avec aussi une équipe très très investie, très bienveillante, très solidaire. Donc ça a été une rencontre d'une manière de travailler déjà. Et ensuite, la rencontre avec les enfants autistes, déjà il y a quelque chose qui est beaucoup dans le corps, du fait aussi qu'il n'y ait pas de langage chez ces enfants-là. Donc en fait, la psychomotricité est hyper centrale. Donc quand je suis arrivée, j'étais hyper valorisée dans mon métier de psychomote, parce que tout est psychomote, quoi, avec des enfants autistes. Et il y a aussi un gros travail d'échange avec les collègues et de transmission un petit peu aussi d'un regard psychomote. Et ça, c'était très valorisant et très plaisant. Et avec ces enfants, en fait, c'est quand j'y vais, c'est une bulle. À chaque fois, je dis ça, une bulle un peu spatiale et temporelle. C'est-à-dire que quand je rentre, j'ai pas notion de temps. C'est hors du temps. C'est hors du temps. C'est hors des codes qu'on a dans notre société. Bien sûr. Là, tout est modifié quand vous êtes avec eux. Exactement. Tout est modifié, tout est différent. Je rentre. Par exemple, je regarde pas mon téléphone de la journée. Je sais pas, je suis prise dans quelque chose d'une autre manière un peu d'aborder la relation. C'est des enfants qui, du coup, passent beaucoup par le corps. Donc, c'est des enfants qui sont beaucoup portés, qui sont au final très câlins, très affectueux aussi, mais aussi très violents. Il y a beaucoup de violence. Tout passe par le corps. Donc, du coup, ça passe aussi par la violence physique. Donc, c'est leur moyen d'exprimer leurs émotions. Exactement. Leur angoisse, souvent, c'est des enfants, en fait, qui ont l'impression qu'ils vont arrêter d'exister à des moments du fait de leur autisme. Quand ils sont pris d'angoisse vraiment massive, ils sont obligés de s'agripper un peu à nous qui sommes autour. Et donc, ça passe par de l'agrippement, des morsures, en fait, c'est comme un bébé. Oui, et puis ils mesurent pas. Donc voilà, ça c'est passe. ça. Ouais, par ça. Mais c'est un peu comme les bébés, vous savez, qui s'accrochent aux cheveux, qui vont s'agripper aussi, qui vont mordre, qui vont s'agripper avec leurs mains. Donc ça, on retrouve beaucoup ça chez eux, même quand ils ont parfois 10 ans. Donc c'est sûr que l'horizon, c'est des enfants avec des corps de 10 ans, mais avec des développements et des angoisses de bébé. Donc parfois c'est un petit peu difficile à accompagner, mais il y a une rencontre en tout cas qui est hors du temps et qui est particulière, quoi. Ça, qui est hors des codes. Bon, en tout cas, ça sent que ça vous plaît. Est-ce qu'il y a d'autres parties qui vous plaisent, et effectivement, en contrepartie, des parties qui vous plaisent moins? Oui, alors ce que j'adore, c'est vraiment le travail institutionnel, le travail d'équipe,
J'adore être en réunion. Les temps d'échange, c'est Les important. temps d'échange, j'adore qu'on puisse parler, qu'on puisse dire comment on se sent, qu'on puisse dire un peu comment ce que ça nous fait vivre, pourquoi tel enfant c'est difficile avec lui, pourquoi tel enfant au contraire c'est un enfant qu'on investit beaucoup. Enfin voilà, on peut dans le soin psychiatrique, le soin psychique, ce qui soigne c'est la relation. Peu importe de quelle manière, mais c'est la relation. Et donc, en fait, forcément, on travaille avec ce qu'on est, on travaille avec notre profession, évidemment, on travaille avec ce qu'on est aussi, notre vécu, beaucoup. Et donc, il y a quelque chose d'hyper intime, en fait, dans ce métier-là. Et moi, ce que j'adore, c'est dans l'institutionnel, venir voir ce qui se passe chez chacune d'entre nous, ce qui se joue, nos émotions. Donc, faut être aussi assez à l'aise avec, je pense, notre propre vécu et être en capacité quand même aussi d'identifier ce qu'on vit pour pouvoir aussi, parfois, un peu se mettre à nu, entre guillemets, et dire, en fait, cet enfant, je sais pas pourquoi, mais il m'émeut. Ouais. J'ai envie de pleurer quand je l'accompagne ou au contraire, je sais pas pourquoi, mais cet enfant, il m'agace. Vraiment, il y a des moments où j'ai aucune patience avec lui et en fait, c'est OK. Et on travaille avec nos limites et on travaille avec ce qu'on est, comme je disais. Et ça, j'adore. Le côté institutionnel, c'est vraiment soigner l'équipe. Plus on va soigner notre équipe, notre manière de travailler entre nous, notre manière de se parler, éviter les non-dits. C'est un peu comme une thérapie familiale, vous voyez. On se dit les choses, même quand on est en conflit, même quand on n'est pas d'accord. L'idée, c'est aussi un maximum de pouvoir avoir le courage, parce que c'est pas facile, bien sûr. En équipe, de pouvoir se dire les choses et de se dire on le fait pour les enfants en fait. Et donc du coup, on soigne notre équipe pour soigner les enfants. Oui, c'est primordial. Si vous allez bien, exactement. Les enfants iront bien. En tout cas, les soins seront de qualité. C'est ça. Je comprends. En fait, pour soigner les enfants, il faut soigner l'institution. Il y a aussi parfois des enfants qui nous mettent à mal, beaucoup, qui sont très violents, des enfants qu'on a beaucoup de mal à accompagner, où c'est quotidien et c'est dur, malgré qu'on soit très nombreuses. Donc du coup, il faut des espaces pour s'en parler. Il faut des espaces pour craquer, il faut des espaces aussi pour dire qu'on n'en peut plus, il faut des espaces pour avoir en tout cas la confiance d'être porté par nos collègues et se sentir... parce que sinon, on n'a pas envie d'y retourner le lendemain, quoi. En fait. Oui. Non, mais surtout que vous êtes humain, donc effectivement c'est ok de craquer et de se dire là je peux compter sur mes collègues pour aller de l'avant, donc oui, je comprends. Exactement. Et en fait, ce qu'on a découvert aussi là l'année dernière, on a eu un truc terrible aussi. En fait, il y a un des enfants qui a perdu sa mère, on l'a beaucoup accompagné. Okay. Et en fait, on s'est rendu compte que malgré des choses terribles, parce que c'est des choses terribles qu'on accompagne, en tout cas dans notre métier, on est fait pour ça, et il peut en sortir des belles choses. Et justement de la solidarité. Et en fait, cet enfant, on l'a accompagné, on l'a beaucoup soutenu et ça nous a beaucoup soudés. Et il y a quelque chose avec cet enfant d'une relation de confiance qui est tissée... qui est tellement solide et je pense qu'il sait à quel point il peut nous faire confiance, à quel point on peut l'accompagner. Et ça, on peut pas le faire si on est seul. En fait. Bien sûr, puis ça, au-delà des mots, finalement, c'est quelque chose que vous avez pu tisser au fil du temps, donc. Oui, c'est un gros investissement psychique. Il y a quelque chose, qui est presque au-delà un peu de juste du boulot, quoi, en fait. Est-ce qu'il y a des parties qui vous plaisent moins? Oui. La politique de santé qui nous aide pas. On a quand même de moins en moins de moyens pour faire les choses, même si en pédopsychiatrie et notamment avec l'autisme, c'est quand même un peu protégé. Mais sinon, en fait, le problème, c'est que avec la politique de santé actuelle, on veut diminuer le nombre de moyens humains. Et comme je disais, c'est les moyens humains qui soignent. Donc en fait, on soigne pas avec des médocs, encore moins en pédopsychiatrie. On est très frileux pour donner des médicaments aux enfants. On essaye de faire vraiment par d'autres moyens, par, comme je disais, les soins avec l'eau, les soins avec le corps, en fait, comme on fait. Et donc du coup, ça va pas. On peut pas faire bien son travail s'il y a pas de moyens humains. Et donc ça, c'est la chose qui est très agaçante et qui est très frustrante. Autre chose aussi, l'accompagnement social, il est dur.
aussi les préfectures. Les process sont longs et c'est vraiment le vie avec les parents, quoi. Enfin, en fait, c'est tellement frustrant parce que en fait un parent qui n'a pas de titre de séjour, il peut pas avoir de logement, donc en fait l'enfant ne peut pas être accueilli dans de bonnes conditions aussi, donc en fait on est limité dans notre travail parce que même si à l'hôpital de jour on propose des chouettes soins, quand il rentre chez lui, il dort quand même avec ses frères, ses sœurs. Ses frères, ses sœurs, ils sont quand même impactés parce que les fratries, c'est très difficile aussi dans l'autisme. Voilà, ils sont aussi beaucoup mis de côté parce que un enfant autiste, ça prend beaucoup d'énergie par les parents, etc. Donc ça, l'accompagnement social, c'est dur, beaucoup de frustration. L'école aussi, c'est dur parce que nous, on a vraiment envie que les enfants continuent à aller à l'école, pas tous les jours, mais juste des demi-heures ou une heure par-ci par-là. Ouais, si c'est trop long. Ils peuvent pas être accompagnés trop longtemps. D'accord. Et en fait, c'est accompagner l'école. Alors il y a des enseignants qui sont super, qui font des choses incroyables, qui accompagnent les enfants de manière vraiment hyper bienveillante. Et il y a des enseignants pour qui c'est hyper dur de se dire, en fait, cet enfant, il a 10 ans, mais il va pas, ou alors cet enfant a 6 ans, par exemple. À 6-7 ans, ils apprennent à lire. Il a pas le langage. Donc, en fait, peut-être on va pas forcément aller sur cet objectif-là. Mais juste, en fait, que les enfants aient leur place dans la société. C'est juste ça qu'on demande. Et il y a certaines écoles pour qui c'est compliqué de comprendre ça. De juste, en fait, l'enfant, le plaisir qu'il a de voir qu'il appartient à une classe, qu'il a des copains. D'avoir ses camarades, c'est ça. Important. Surtout que les enfants sont trop gentils entre eux. Enfin, vraiment, ils sont trop bienveillants, ils sont trop contents de les accueillir. Ils sont, en fait, aussi de les sensibiliser au handicap. Ça a fait d'eux, je pense, des meilleurs humains, clairement. Donc, je pense que c'est gagnant des deux côtés. Évidemment qu'il faut que l'enfant autiste soit accompagné d'une AVS, on appelle, qui est avec constamment avec eux, et 1 heure par-ci, une demi-heure par-ci, si c'est vraiment trop compliqué. Même si c'est juste dans la cour, mais juste au moins, l'enfant, il se sent intégré. Et puis comme une personne à part entière, quoi, en fait. Enfin, un individu qui a sa place à l'école, parce que l'école est pour tous, c'est la loi. Donc voilà, l'école aussi, c'est un autre crispation. Sujet. Et la violence aussi, c'est dur aussi. La violence des enfants, c'est dur. Là, par exemple, l'année dernière, on était le service qui a enregistré le plus d'arrêts maladie à cause de la violence des enfants. C'est clairement presque tous les jours qu'on a de la violence, même si c'est pas de la grosse violence, mais on a mal, quoi, dans notre corps. Donc on essaye d'en rigoler, on a beaucoup d'humour et beaucoup de second degré dans cette équipe, mais c'est un peu lourd. C'est dur d'être quand on a mal dans notre corps, de garder notre calme et donc ça c'est le petit truc on aimerait ne pas avoir à en passer parfois par des immobilisations du corps où on y va fort, où on est obligé de les contenir aussi, parfois de manière un peu forte, et ça c'est un peu dur à porter. Mais ça fait partie aussi du métier. Du travail. Exactement. Et puis, on a, comme je disais, plein d'espaces pour s'en parler et pour... heureusement qu'ils existent. Exactement. Ouais. Ah ouais, ça, j'ai beaucoup de chance. Enfin, l'hôpital de jour dans lequel je travaille est super chouette pour ça. Voilà. Très bien. En tout cas, ça sent que vous aimez ce que vous faites, et puis l'équipe avec laquelle vous travaillez aussi a l'air d'être top, donc c'est génial d'avoir ce retour d'expérience. Pour conclure l'épisode, est-ce que vous avez des conseils aux étudiants en médecine ou alors aux professionnels qui aimeraient s'orienter vers la psychomotricité? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour leur donner envie? Déjà, de se renseigner de toutes les professions qui existent. Parce que c'est vrai que quand on a un peu de sensibilité vers la médecine ou l'accompagnement un peu soignant, on se dirige direct vers la fac de médecine ou direct vers en se disant voilà, on va devenir médecin ou même infirmier, enfin des choses un peu classiques, voilà, alors qu'il existe plein de manières d'accompagner les patients, plein de professions paramédicales. Donc se renseigner déjà, je trouve aussi d'aller voir, de rencontrer des professionnels. Moi, ça m'a vachement aidé pour se rendre compte de qu'est-ce que c'est le quotidien d'un soignant.
la psychomotricité, mais je pense plein de professions paramédicales, il y a vraiment plein de manières de travailler et vraiment en fait tout est à inventer. Enfin au final on dirait pas comme ça, mais c'est un métier hyper créatif parce que là par exemple moi aujourd'hui je travaille avec les enfants autistes, mais je fais aussi des formations pour justement des soignants. Je peux travailler en cabinet aussi. En fait, je peux travailler de plein de manières différentes. Surtout en psychomote, on peut avoir plusieurs temps qu'on cumule dans plusieurs structures. Ouais. Donc en fait, on s'ennuie jamais. Et faut pas se dire que tel métier c'est le quotidien, ce sera ça précisément, parce qu'en fait le quotidien, je pense, de tout soignant est différent en fonction de l'individu. Donc ça, je trouve que c'est une grande richesse. Je pense que je m'ennuierai jamais quand j'aurai fait le tour peut-être des enfants autistes, même si je suis pas sûre d'en avoir fait le tour, parce qu'en fait tout humain est tellement différent. Je pense qu'on s'ennuie jamais. Je pense que aussi, le conseil que je pourrais donner, ça va être de se former constamment. Il y a énormément de formations techniques à chaque fois qui sortent. Ouais. Et en fait, même si on décide de faire telles études pour un métier, ergothérapeute ou je sais pas, même éducatrice ou psychomote ou voilà. En fait, après, avec les formations continues qu'il y a, on peut vraiment continuer à se former, continuer à faire évoluer son métier. Et je pense vraiment que pour le coup, la branche médicale, paramédicale est hyper riche là-dedans et dans un truc un peu de renouveau, un peu constant. Et puis surtout, en fait, je crois pas qu'il existe métier plus valorisant. Enfin, humainement, c'est tellement riche. On est rempli de plein de remerciements, de plein de valorisation. Et ça, je trouve que c'est beau. Ouais. Oui, mais ça sent, puis c'est vrai que c'est valorisant, que vous sentez que vous ne servez pas à rien et que vous avez une réelle valeur ajoutée dans leur quotidien. Donc je pense qu'il y a rien de plus beau et d'en faire son métier, c'est la plus belle des choses. Très bien. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Oui, merci pour les derniers conseils et de nous avoir présenté votre métier de psychomotricienne. Merci à vous de m'avoir reçue, c'était un plaisir. C'était un peu stressant, mais finalement ça va. Ça s'est bien passé, oui. Très bien. Je suis ravie d'avoir permis à nos auditeurs de vous découvrir et d'en apprendre plus sur votre métier. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci pour votre écoute. Nous espérons que ce temps de partage vous a plu. Abonnez-vous pour plus d'histoires professionnelles et de témoignages enrichissants. Suivez-nous sur LinkedIn et retrouvez nos offres d'emploi sur notre site carrière fed-group.fr.